concrètement, on va essayer de parler d'un sujet qui est un sujet vraiment d'actualité à l'heure actuelle, qui sont les places de marché. Donc marketplace, places de marché, pour faire simple, ce sont des sites qui se caractérisent par le fait de commercialiser des produits tiers. Les deux qui me viennent à l'esprit sont les deux plus connus, je vais dire, au plan mondial. Le premier en soi, c'est eBay. Dans une certaine mesure, on peut considérer Amazon également qui en est une. Et au plan français, l'exemple typique, c'est Price Minister. Donc voilà un petit peu. Je passe rapidement sur qui nous sommes, notre vie, notre œuvre, parce qu'à la limite c'est peu le sujet de mon intervention. Donc moi très clairement je suis le fondateur d'une agence créée en 2001 qui s'appelle Cible Web. Donc vous entendrez à mon accent que je suis un peu éloigné de la capitale, je m'en excuse, puisqu'on est basé à Béziers dans le sud de la France. On est une équipe de 20 personnes dédiée à 100% au e-commerce, donc on accompagne à 100% des e-commerçants. On travaille, alors effectivement on est partenaire de différentes solutions puisqu'on fait partie des partenaires certifiés d'eBay, et justement sur la partie EasyFlux qui est notre solution technologique, on est accompagné par Oseo qui a reconnu le caractère innovant. Alors pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, quelques petits chiffres pour repositionner un peu le contexte. Vous avez là la compilation de données qui viennent de chiffres issus de la Fédération de la vente à distance. Je me suis permis de ressortir sur leur top 15 en couleur claire, donc orange ou rouge selon comment vous voyez de là, ceux qui sont des places de marché. Donc les sites qui se caractérisent par le fait d'accepter de vendre des produits qui ne sont pas les leurs. Donc on voit de suite ressortir Amazon, eBay, Price Minister dont je parlais tout à l'heure, pardon. On va vite voir arriver Cdiscount, la Fnac, la Redoute, Rue du Commerce, les Trois Suisses, Pixmania. Vous voyez, qui se caractérise par ce biais. On sait également que Galeries Lafayette, par exemple, pour ne pas les citer, est une marketplace, que Mr Good Deal est en train de lancer la sienne, que Brandallet, qui n'est pas dans le listing, est également une marketplace. Pour faire court, on considérait en 2012 qu'on avait une petite dizaine de marketplaces. Je pense qu'en 2014, on devrait en compter en France plus d'une quarantaine. Voilà. Point particulier, la marketplace a un modèle économique très clair. Elle prend les produits d'un site e-commerce ou d'une marque. Le fait d'avoir un site e-commerce n'est pas indispensable pour aller sur une marketplace. C'est des fois plus simple, mais c'est absolument pas indispensable. Elle les commercialise et elle conserve une commission sur ses produits. Voilà. Commission dont le pourcentage va varier selon l'univers produit dans lequel vous êtes, selon aussi la marque, le poids que vous aurez par rapport à elle, selon aussi des éléments de négociation divers et variés que vous aurez avec elle. Pour vous donner quelques exemples d'audience, voilà, en règle générale, quand on fait du e-commerce, on se dit est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que ça va pas cannibaliser mon site, est-ce que ça va pas cannibaliser ma stratégie? Soyons clairs, on considère aujourd'hui qu'en France, les marketplaces, c'est 7 millions de visiteurs par jour. Donc on va repositionner la question à l'envers. Soit vous avez déjà cette audience, et auquel cas on s'en fout. Soit vous l'avez pas, et ça vaut le coup de m'écouter. Parce qu'effectivement, je vais être aussi très trivial. Si vos produits ne se vendent pas quand ils sont diffusés auprès de 7 millions de visiteurs, a priori c'est que vous avez un sérieux problème. Et le problème ne vient pas forcément du site, ne vient pas forcément de tout ce qu'on peut imaginer autour. Peut-être est-ce tout simplement, comme ça a été vu au tout début, qu'il faut une vraie stratégie commerciale. Pour vous donner un autre petit chiffre, on considère que cette année, le e-commerce a subi ou suivi une croissance de son chiffre d'affaires d'à peu près, on va dire, entre 15 et 18%, ce qui est une phase de... On va dire que ça commence à se tasser. D'après les chiffres que j'avais en tête, le chiffre d'affaires sur les marketplaces, donc je pense que c'est un cumul, a bondi de 60%. Donc on est vraiment sur un phénomène de fond et une tendance qui ne cesse de s'accentuer. Alors qu'est-ce qui me fera aller sur une marketplace? Très clairement, oui, pardon. Juste, vous avez parlé des commissions, c'est quoi en moyenne sur les grands marketplaces? Sur les grandes marketplaces, alors en moyenne, étant entendu que je ne vais parler sans être parole d'évangile parce que c'est très variable, mais considérez que sur un produit, notamment sur l'univers textile, le taux de commissionnement sera aux alentours de 14% du montant hors taxe. Voilà. Donc le taux de commissionnement moyenne sur une marketplace va varier entre 7 et 20%. Sur le produit. Alors ça peut paraître élevé, ça peut paraître énorme, ça peut paraître démentiel, on va bien regarder ce qui se cache à l'intérieur. Première chose, qu'est-ce qui fait la force des marketplaces? Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, le trafic, l'audience, l'audience, l'audience. Pour répondre un petit peu, madame, par rapport à la question de la commission, calculez combien vous coûterait le fait d'acquérir cette audience. Après, on le reporte au coût du produit, on regarde par rapport au pourcentage. Deuxièmement, le mix produit.
Qu'est-ce qui est intéressant sur eBay, sur Cdiscount, sur Amazon et sur les autres? C'est la richesse de l'offre, c'est le fait que l'offre est pléthorique et que plus j'ai de produits au sein d'un site, plus je reste. Si on fait un parallèle rapide, c'est un peu le principe de la grande surface. Plus j'ai de produits au sein d'une grande surface, plus je reste. Donc il y a une course à avoir des sites avec la plus grande offre produits disponible. Ça se compte en millions sur ces supports. Troisième élément, le cadre légal. C'est extrêmement rassurant de savoir qu'on achète sur des sites qui ont une grosse notoriété. C'est extrêmement rassurant aussi pour vous en tant que marchand de savoir que dans tous les cas, la personne qui a fait la transaction l'a faite sur un site tiers, donc il ne peut pas y avoir de répudiation, de risque de fraude et autres. Quatrième point, le paiement. Le paiement est assuré via la marketplace. Vous n'êtes en rien responsable au niveau de la transaction. C'est tout bête, mais quand vous prenez déjà à la base un taux de commissionnement moyen d'un partenaire bancaire quel qu'il soit, vous tournez à quelques pourcents en général. Ces pourcents-là, vous ne les avez pas dans ce cas. Donc par rapport au calcul que je faisais tout à l'heure, il faut aussi déduire du calcul les pourcentages éventuels de transactions bancaires. Et enfin, les outils de communication, et je dirais le CRM en général. L'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, quand vous poussez vos produits sur Price Minister, vous bénéficiez de toute l'expertise de Price Minister. C'est-à-dire que dans l'échange que vous avez avec le consommateur qui commande, clairement, vous bénéficiez de tous leurs outils. Si on prend le cas d'Amazon, par exemple, vous pouvez vous retrouver avec vos produits qui apparaissent en ce que j'appellerais en tête de gondole, plutôt en box en haut d'Amazon, qui sont des outils très incitatifs à l'achat, parce que justement, vos produits rentrent dans les critères et parce qu'en plus, vous avez une bonne réputation et vous avez un bon échange avec les consommateurs. Donc tous ces éléments-là sont à prendre en considération. Très clairement, il faut faire un parallèle avec le schéma de la distribution. Avoir un site internet aujourd'hui, c'est un peu avoir une boutique. Si on place une boutique dans un centre commercial, elle aura plus d'affluence. Elle aura une audience, elle aura du trafic. Si je la mets là-dedans, dans certains cas, le loyer est payé au centre commercial. C'est un petit peu le cas d'un eBay ou d'un Price Minister. Si je commence à aller diffuser mes produits sur des marketplaces autres, je vais rentrer dans une logique de fournisseur par rapport à eux, un petit peu comme la grande distribution. C'est pas forcément un mal, ça fait des très grosses croissances en termes de chiffre d'affaires. C'est aujourd'hui loin d'être négligeable. En moyenne, on a considéré que nos clients qui avaient des sites internet ont vu leur chiffre d'affaires progresser. Alors en moyenne, c'est une moyenne à peu près sur 300 clients, entre 22 et 35% de croissance. Voilà à peu près ce qu'on a constaté de croissance de leur chiffre d'affaires par ce biais. Pour vous donner une idée en termes de gigantisme, j'ai repris les chiffres de Price Minister tels qu'ils les communiquent. Aujourd'hui, Price Minister, c'est 18 millions de membres. Vous voyez, par rapport à l'audience dont je parlais tout à l'heure, c'est 10 millions de visiteurs uniques par mois, c'est un quart des internautes français. C'est 30 000 transactions par jour, et c'est 1000 grands comptes et 200 millions d'articles. 200 millions d'articles par rapport à la notion de mix produit, par rapport à la notion de trafic, et par rapport, je dirais, à la notion de capacité de vente sur ce grand nombre. Il faut savoir que quand, par exemple, je prends celui-là, cet exemple de marketplace, parce qu'il me vient à l'esprit, quand vous mettez en avant une boutique sur Price Minister, vous avez la possibilité de communiquer, vous pouvez échanger avec un chef de rayon Price Minister dans votre secteur, vous avez la possibilité de monter une opération spéciale où, par exemple, vos produits vont être directement diffusés à l'ensemble de leur base. Donc ce qui veut dire que clairement, vous appuyez sur un bouton, le produit est diffusé, vous gérez les ventes derrière, effectivement, leur commissionnement sera un pourcentage. Maintenant, ça veut dire aussi que c'est un pourcentage sur des ventes. S'il n'y a pas de vente, ils ne gagnent rien. C'est le principe de la performance. Donc pour vous donner aussi un indicateur qui est issu d'un baromètre d'une solution e-commerce qui s'appelle SoluSquare, qui est positionné sur des très gros comptes, on a regardé un petit peu la croissance globale de leurs clients en termes de chiffre d'affaires. On voit bien que 2011, voilà, vous voyez, on a un pic à ce niveau-là. 2011-2013, on rentre dans une phase de croissance qui est quand même sympathique, mais qui reste modeste par rapport aux années précédentes. Voilà, sur la base équivalente, la croissance des marketplaces, sur la même échelle. Comme vous pouvez le voir, on est loin d'avoir le même schéma. On est vraiment sur un facteur d'accélération très fort. Pour vous donner un petit exemple, j'ai un marchand cet été qui, sur une marketplace dont je tairai le nom, a fait la bagatelle de 1000 commandes par jour pendant 2 mois. Soit, je crois, un petit peu moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Pour vous donner une idée un peu plus précise du poids des marketplaces dans l'activité aujourd'hui, on a réalisé, alors avec brio d'Internet justement, une étude. Notre étude s'est basée sur 24 secteurs d'activité de la distribution en général. Sur le mois d'avril 2013, donc c'est des données qu'on peut considérer comme étant relativement récentes, on a analysé 155 000 mots-clés et
À peu près 150 millions de recherches qui ont été effectuées sur ce mois-là. Ce qu'on a pu en ressortir, c'était un petit peu le positionnement des marketplaces sur ces mots-clés-là. Donc c'est quelque chose qui est très compilé, le but n'étant pas de vous ressortir l'étude, elle fait 120 pages. Je vous la mettrai à disposition avec plaisir, on a fait la même sur les comparateurs de prix, elle est encore plus grosse. Clairement, voilà, sur un mot-clé comme la chaussure, alors c'est pas le mot-clé chaussure qu'on a regardé en lui-même, c'est l'ensemble des termes qui sont liés aux chaussures. On a remarqué que la marketplace qui revenait le plus souvent, c'était rue du commerce, avec 1679 fois une présence en première page. Donc clairement, dans cet ensemble de recherches, on a analysé 4569 mots-clés. Sur 4569 mots-clés, rue du commerce revient 1679 fois en première page. On voit qu'ensuite Price Minister revient 923 fois, Amazon 908 fois, Cdiscounts 586 fois, La Redoute 442 fois. Ça vous donne déjà une idée de la présence un peu hégémonique des marketplaces sur ces secteurs-là. Ça représente quand même la bagatelle de 1 200 000 recherches sur le mois. Donc on est quand même sur des données qui sont quand même assez significatives. On n'est pas sur, je reste sur l'épaisseur du trait en termes d'analyse. Quand on prend des analyses sur des secteurs volontairement différents les uns des autres, la pièce automobile. La pièce automobile, c'est 10 000 recherches, c'est 10 000 mots-clés et 2 900 000 recherches. Voilà. Alors très clairement, ce qui ressort de l'étude, c'est que rue du commerce est très très présent en référencement naturel. On voit surtout qu'effectivement les marketplaces trustent de plus en plus de résultats en SEO. Et c'est un phénomène qui ne va pas aller, malheureusement, je dirais quelque part, en s'arrangeant. Si on considère qu'il est mauvais pour les marchands, de toute façon, c'est comme ça. Voilà, mobilier de maison. Alors je vais passer un peu vite parce que j'ai 4-5 slides de la sorte, c'est vrai que c'est quelque peu rébarbatif au bout d'un moment. Voilà, pour reprendre après maintenant un exemple un peu concret, j'ai pris le cas d'un marchand volontairement de taille modeste, petit marchand exprès. On est sur un site qui a 48 mois d'existence et qui a été fondé par 3 associés, qui a un catalogue de taille moyenne, à savoir 1200 produits, c'est ni un gros site ni un petit site. On est sur un site qui a une technologie tout à fait classique, donc il n'y a pas de lacune particulière. On a des éléments récurrents normaux, numéro de téléphone, produits détaillés. Voilà, on est sur un basique du e-commerce. Ce site-là, aujourd'hui, travaille de la sorte. Voilà. Petit constat, ils ont de l'AdWords, ils ont du SEO, ils ont de la newsletter pour fidéliser derrière. Au final, ce qu'on constate, c'est qu'ils ont un chiffre d'affaires en croissance de 100% par an. Bon, quand on part de 0, 100% c'est facile. Voilà, quand on fait une commande, quand on passe à 2, c'est déjà 100%. Donc, on va redonner le chiffre. On est à 400 commandes par mois. 400 commandes par mois, c'est la moyenne... plus que la moyenne haute du e-commerce en France aujourd'hui. C'est pas forcément un très gros site, ça doit pas faire non plus, ça doit faire dans la moyenne 500, 600 000 euros par an de chiffre d'affaires. C'est pas non plus quelque chose de pharaonique. Par contre, voilà, 60% des commandes viennent des places de marché. Je vous donne un autre exemple qui n'est pas dans mes slides. Un marchand aujourd'hui qui se considère lui-même comme un épicier ou comme un petit peu le téléachat de l'internet. Ce marchand s'appelle Allo Market. Allo Market aujourd'hui, sur les chiffres qu'il m'autorise à communiquer sur l'année 2012. Donc ça date un peu. En 2012, le chiffre d'affaires, il est passé de tête de 500 000 à 1 million d'euros. Voilà. Uniquement par l'effet place de marché. Ils vendent des produits vraiment dans la lignée du téléachat. Le catalogue est un peu plus conséquent, puisqu'il y a à peu près 5000 références. L'intérêt majeur, c'est que d'un coup, on a un canal qui fait énormément de ventes. Voilà. Attention, c'est pas non plus la panacée, c'est pas une finalité en soi, c'est juste quelque chose qu'on ne peut pas occulter. Donc il faut vraiment l'avoir en tête. Maintenant, ce qui est très très important, c'est aussi de regarder comment fonctionner avec ces supports. Il faut être très vigilant aussi, parce que quelque part, les marketplaces, c'est un peu le baiser mortel du dragon. Une fois qu'on a mis géré les doigts dedans, il faut savoir où on va. Première chose, ce sont des recommandations qui me semblent des recommandations de bon sens. Vous avez déjà un site internet, celui-ci a un petit peu d'existence, il a un référencement naturel qui vous satisfait. Si, ça peut arriver. Effectivement, vous êtes à un niveau où vous êtes en phase de conquête dans le référencement, mais vous avez déjà une audience cohérente. Alors à ce moment-là, ne mettez pas sur votre site ne mettez pas sur les marketplaces tout votre catalogue. Pour la bonne et simple raison qu'en mettant tout votre catalogue, vous avez des ventes qui arrivent naturellement chez vous, qui ne viendront plus chez vous, mais qui iront sur ces supports. Mettez plutôt des lots.
Utilisez ces supports pour faire de la trésorerie et du cash. Mettez des lots sur lesquels vous allez pouvoir utiliser leur force marketing pour faire de la rotation rapide. Ne communiquez surtout pas sur des produits que vous n'avez pas en stock. Deuxième critère important, vous avez un risque énorme de pénalisation, voire de déréférencement. Il n'y a rien de plus dangereux qu'une marketplace, malgré tout le bien que je vous en ai dit avant, pour la bonne et simple raison que du jour au lendemain, c'est marqué dans leur contrat, ils peuvent vous dégager. Je faisais le parallèle avec la grande distribution, on est proche de ce genre de pratique. On aime, on n'aime pas, peu importe. Il faut savoir que ça existe. Ça veut donc dire qu'effectivement, si vous commencez à leur poser un problème de déréférencement parce que vous avez des ruptures de stock à répétition, ça va aller sur une situation à problème. J'animais récemment une conférence avec Price Minister sur leurs ateliers à Aix-en-Provence le mois dernier. Et effectivement, pour Price Minister, un marchand qui a une bonne note sur 5, c'est à peu près entre 4,6 et 5. En dessous, ça commence à poser quelques problèmes. Voilà. Vous voyez, le niveau d'exigence et d'excellence qui est demandé, il est cohérent en soi. Hein. Sur des délais de traitement de commande, on en arrive à mesurer le délai de réponse à une commande et le délai de traitement. Donc, effectivement, quand ce délai se compte en minutes, heures, c'est acceptable. Quand il commence à se compter en jours, ça commence à poser un vrai problème. Testez des produits de niche si d'aventure effectivement vous êtes dans cette réflexion là, parce que justement la force marketing des marketplaces vous aidera à voir ce que ça veut dire. Très clairement, si le produit ne se vend pas quand il est diffusé à 7 millions de visiteurs, ça peut déjà vous donner un éclairage sur la suite à donner. Si au contraire c'est un carton, ça vous donne aussi un autre éclairage sur la suite à donner. Proposez des produits dans un maximum de catégories. Donc si vous avez un catalogue très disparate, profitez-en pour tester un peu tout. Faites très très attention à ces 3 lettres. EAN, l'équivalent du code barre. Le EAN aujourd'hui, ou EAN13, sera une donnée indispensable pour aller vendre sur les marketplaces. Mais ce sera également une donnée indispensable pour aller vendre sur les comparateurs de prix, et ce sera surtout une donnée indispensable pour un petit outil que vous connaissez peut-être et qui s'appelle Google Shopping. Le N13, c'est l'équivalent du code barre, c'est une chaîne de 13 caractères, chiffres au caractère, qui est censée être l'identifiant unique de votre produit. J'entends par là que si vous vendez un produit et que vous n'êtes pas le seul à le vendre, le AN est le même pour tout le monde. C'est pas un numéro que vous inventez. C'est quelque chose qui doit être fourni par le distributeur ou le fabricant du produit. Si vous n'avez pas les EAN de vos produits, les marketplaces, dans bien des cas, ne vous prendront pas. Il existe aussi des moyens d'obtenir des codes EAN. Ce n'est pas des moyens, ce ne sont pas des solutions très coûteuses. Sachez qu'il n'existe en France qu'un seul organisme qui s'appelle GSE, qui est habilité à fournir les codes EAN. Voilà. Point particulier, la marketplace et la réactivité dans le traitement de la commande. Alors, il y a une raison à ça. Dans un monde idéal, vous avez un site internet qui vous fait des commandes et vous avez aussi branché des marketplaces. Vous avez cru la belle histoire que je suis en train de vous présenter là, donc vous y êtes allé. Bon, il y a une particularité à connaître, c'est que l'internaute qui commande sur la marketplace ne vous connaît pas en tant que marchand. À l'inverse de celui qui commande sur votre site avec lequel vous pouvez nouer une relation commerciale classique. Ça veut donc dire que mieux vaut désamorcer et diagnostiquer les problèmes avant qu'ils n'arrivent. En priorité le matin, parce que je suis un e-commerçant, donc je me lève tard, je commence à expédier mes commandes à 6h du matin. Les premières commandes que je traite sont celles issues des marketplaces. Toujours, toujours, toujours. De façon à ce que si j'ai un problème sur une commande, je puisse l'avoir sur des commandes qui ont été passées sur mon site. Et de ce fait, je peux échanger avec l'internaute, dont j'ai les coordonnées, dont j'ai tout, je peux lui trouver un produit de substitution, je peux rentrer dans mon vrai rôle de commerçant qui est aussi un rôle d'échange, tandis que sur la marketplace, je ne peux pas rentrer dans ce phénomène-là. Le risque, c'est quoi? C'est une mauvaise note, c'est un problème de réputation et c'est le déréférencement. Donc on anticipe et on traite en priorité toujours les commandes marketplace. C'est une règle de base. Ensuite, effectivement, le point extrêmement important, la bonne synchronisation de tous vos canaux. Clairement, ce mot-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, la clé, c'est la gestion des stocks. Vous avez un magasin physique, vous avez un site internet, vous avez des places de marché avec lesquelles vous dialoguez, tout ce beau monde va taper dans le même stock. Donc il est important d'arriver à actualiser les données le plus souvent possible. Ne vous l'aurez pas, le temps réel n'existe pas dans la gestion des stocks, sinon ça serait depuis longtemps. Clairement, le but, c'est de limiter au maximum les cas d'erreur. Voilà. Point important aussi, attention à ce côté un peu schizophrène qu'est la veille concurrentielle. On va vous indiquer très souvent que vous n'êtes pas le moins cher. On va vous indiquer qu'effectivement, si vous baissiez un peu vos prix, vous vendriez davantage. J'attire votre attention sur le fait que vous devez quand même avoir un œil précis et clair sur votre marge. Et
Petit bémol, ça va sans dire, mais ça va mieux le disant, je rappelle à tout le monde qu'un prix, une marge se calcule toujours sur un prix d'achat, jamais sur un prix de vente. Donc ça veut dire qu'effectivement, si vous devez rentrer dans une logique de veille des prix sur ce côté voilà, schizophrène de toujours vouloir baisser, soyez extrêmement vigilants, mettez-vous des seuils d'alerte, des seuils de blocage, parce qu'on rentre vite dans le cadre de la vente à perte, qui contre toute attente à mes yeux n'est pas illégal, je crois bien que les textes de loi ont changé, mais qui pourrait vous amener au final à découvrir au moment du bilan que là où vous pensiez avoir gagné de l'argent, vous en avez perdu. Voilà, on ne le voit pas toujours de suite parce que la trésorerie est montée, mais au final ça pique un peu. Donc très clairement, voilà, ce genre d'éléments, grande vigilance. Les marketplaces, certaines en l'occurrence en sont friandes, pour vous amener à être super réactifs parce qu'elles vendront plus, leur pourcentage jouera. Pour vous, attention, attention, attention. Voilà. Alors effectivement, comment on fait techniquement pour travailler avec eux? Alors je me suis dit qu'un schéma vaudrait tous les discours du monde, si ce n'est qu'il n'est pas forcément très clair. Voilà. Votre site ou votre stock, votre activité est là. Là, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir le système d'information de votre entreprise, je vais avoir votre catalogue. Votre catalogue, qu'est-ce que c'est? Pour faire court et pour paraphraser, c'est l'équivalent d'un fichier Excel, dans lequel j'ai des informations. Je ne rentrerai pas dans la technique, sauf si vous avez des questions précises à ce sujet. Très clairement, j'ai des informations, j'ai le nom du produit, j'ai sa description, j'ai la catégorie tel qu'il est codifié chez moi, j'ai son code EAN, j'ai sa référence chez moi, j'ai son prix, j'ai la quantité en stock, j'ai les délais de livraison éventuels, j'ai tous ces paramètres. Si c'est un produit de type textile, j'ai aussi les déclinaisons. Parce que chez moi, le t-shirt noir, il existe en plusieurs tailles. Chaque taille fera l'objet, éventuellement, d'un stock particulier. Donc j'ai autant de déclinaisons que, pour être un peu technique, d'attributs potentiels. Cette information-là, EasyFlux, notre solution, va la récupérer. Elle va la diffuser à l'ensemble des canaux avec lesquels vous souhaitez collaborer, j'aurais tendance à dire avec lesquels vous souhaitez que nous on collabore, à savoir les places de marché, les comparateurs de prix, le cas échéant, les réseaux sociaux, si d'aventure vous voulez monter une boutique Facebook et que vous pensez que ça fera des ventes, amusons-nous, pourquoi pas, mais refocalisons-nous sur ce qui marche vraiment. Voilà. Dans ce cadre-là, nous on va diffuser au marketplace en fonction de leur format, de leur desiderata technique. De là, nous allons récupérer l'information. L'information, pour être clair, c'est quoi? C'est une commande. La commande, nous allons la transiter. Alors, soit vous la traitez là, dans notre interface, soit carrément, on va la ramener chez vous, dans votre système. Vous allez la valider dans votre système, on va la récupérer, la mettre à jour dans la marketplace. Donc, ce qui veut dire que là, on a un effet de balancier entre l'information qui arrive et qui redescend, avec une mise à jour des stocks. L'objectif étant de tendre, ce qui est un vœu pieux, vers une actualisation le plus souvent possible. Un minima horaire, voire plus le cas échéant. Voilà. Point précis, effectivement, l'intérêt majeur des solutions de gestion de flux telles que celles que je vous présente, c'est leur compatibilité avec le plus grand nombre de solutions de marketplace ici et de solutions ici. Parce qu'effectivement, il existe même des marketplaces sur lesquels vous ne pourrez aller sans passer par l'un d'entre nous. Nous sommes quelques-uns sur le marché français, malheureusement, sans l'un d'entre nous, vous ne pouvez pas. Je déplore la situation, mais c'est comme ça. Techniquement, ce n'est pas simple. Concrètement, le but, c'est un gain de temps. Et c'est une économie d'échelle que vous allez réaliser, parce que justement, on va vous amener cette partie-là. Alors j'insiste bien sur un point, parce qu'on voit un petit peu tous les modèles économiques autour de ce genre de choses. Ce que je veux dire est pas sympa. Si vos produits ne se vendent pas, on n'y est pour rien. C'est-à-dire qu'en clair, moi je ne suis pas responsable d'un échec. Sauf s'il est technique. Mais ça veut dire aussi que si je suis logique avec moi-même, je ne suis pas non plus responsable d'un succès. Même s'il est technique. Ce qui veut dire que nos coûts ne sont pas proportionnels à votre chiffre d'affaires. Très clairement, mon client qui fait 1000 commandes de jour sur la période de l'été ne sera pas facturé plus cher que quelqu'un qui ferait 10 commandes de jour, parce que quelque part, c'est pas grâce à moi, c'est parce qu'il a fait son travail de commerçant d'avoir les bons produits au bon endroit. Je l'aide juste à ce niveau-là. Ça me paraît très très important parce qu'on entend un peu de tout là-dessus. Donc voilà un petit peu. On va vous amener des outils, on va vous amener de l'analyse, on va vous amener de la veille. Donc effectivement, l'idée en soi, c'est vraiment d'amener des choses un peu concrètes. Le but, c'est d'avoir un flux précis. Donc ce qu'on appelle un flux, c'est une information qu'on récupère et que nous, on va rediffuser. C'est surtout d'avoir cette notion de compatibilité. Pour être très clair, les marketplaces ont la fâcheuse habitude de changer leur standard technique du jour au lendemain. Ce qui veut dire que si vous avez choisi de le faire vous-même, il faut que vous redéveloppiez tout. Voilà. Vous avez certaines marketplaces qui ont décidé, par exemple, de rendre obligatoire des informations. Elles ont eu la bonne idée de faire ça au mois d'août cette année. Alors, ce n'est pas quelques renseignements qui étaient obligatoires, il y en avait 5000 en tout, renseignements qui devenaient obligatoires dans tous les univers un peu confondus. Donc ça peut poser quelques petits problèmes à ce niveau-là.
Et que c'est vrai que quelque part, l'intérêt aussi, c'est un petit peu, pour paraphraser ce que disait Yannick tout à l'heure, l'intérêt un petit peu de passer par des experts, c'est aussi de vous éviter les choses trappes. C'est aussi de vous éviter les pièges, de vous dire voilà, de ce qu'on peut ressentir selon les univers produits, il semblerait que cette marketplace soit plus enclin que celle-là à être dans votre cible. De la même manière, attention, vous avez des marketplaces qui prennent tout le monde. Celles qui sont typiquement des centres commerciaux purs. Aujourd'hui, me viennent à l'esprit eBay et Price Minister, parce que ces marketplaces-là, sans vous, ne font pas de chiffre d'affaires, clairement. Vous avez celles qui deviennent sélectives. Ça veut dire que vous avez celles qui ne prendront pas tout le monde. Un Rue du Commerce aujourd'hui, un Cdiscount peut-être, un Pixmania, un La Redoute c'est sûr, un Brandalais également, un Mr Goodwill ou un Galerie Lafayette n'ont pas forcément vocation à prendre tous les marchands de la Terre. Ça veut donc dire qu'avant de bâtir des châteaux en Espagne, on les contacte, on échange et on sait si on représente aussi en tant que marchand ou fournisseur, ça dépend comment on regarde, on représente un intérêt pour elle, c'est du business après. Donc il faut faire très attention à ça. Par contre, à partir du moment où ça commence à fonctionner, ça va très très vite. On sait typiquement que les premières commandes arrivent en général dans la semaine qui suivent la finalisation des intégrations techniques. J'entends par là qu'effectivement, entre le moment où on initie la relation et le moment où on la finit, se passe en général un petit mois. Ne nous l'aurons pas, l'instantanéité n'existe pas, à ce niveau-là non plus, pour la bonne et simple raison qu'il y a à minima le délai de lecture du contrat, de retour des contrats et tout ce qui suit derrière, le délai d'activation des flux de votre côté, on les traite, on les retravaille, on les distribue, donc c'est des petits points sur lesquels il vaut mieux être vigilant. Dans le genre petit conseil utile, je vous rappelle qu'exceptionnellement, Noël cette année, c'est le 25 décembre. Ce qui veut donc dire que grosso modo, on aura un pic des achats qui va se faire début décembre. Ce qui veut donc dire également que si on doit penser à ça dans sa stratégie, c'est maintenant, et encore là maintenant, on est juste. Mais ça veut dire aussi, et mon propos va prendre un peu plus son sens, que les marketplaces étant des canaux à part entière de vente et n'étant pas des supports publicitaires, elles sont assujetties aux mêmes contraintes légales que vous concernant les soldes. Soldes qui vont démarrer vers la fin de la première semaine de janvier. Donc, pour être clair, un produit soldé sur une marketplace doit être présent sur celle-ci 30 jours avant le début des soldes, ce qui nous ramène au 7 décembre. Ce qui veut donc dire qu'effectivement, en même temps que vous pensez votre stratégie Noël, vous devez impérativement penser votre stratégie marketplace. Quand je parlais de ce petit délai de mois, vous remarquerez qu'on est juste dans la limite, c'est encore peut-être jouable, mais il faut être très vigilant avec ça. Voilà, ce sont des éléments de bon sens. Aujourd'hui, effectivement, il serait malvenu, selon les secteurs dans lesquels on est, de se dire « je n'y vais pas ». Clairement, c'est à la fois une porte qu'on doit ouvrir parce qu'on est plus que sur une bouée de sauvetage, soyons très clairs, on est vraiment sur un canal de développement très fort. Il faut par contre avoir quelques petits éléments en tête, à savoir que quand vous travaillez avec une marketplace, le client appartient à la marketplace. C'est un petit rien, mais ça veut dire que quelque part, on commence à avoir de plus en plus de phases de vigilance sur la newsletter qui part depuis mon site vers l'ensemble de ma base, y compris les emails, pour être clair, des clients qui ont commandé sur la marketplace. C'est pour ça que beaucoup de marketplaces ne communiquent pas les emails. Parce qu'il y a aussi ce genre d'éléments sur lesquels il faut être vigilant. Donc j'attire votre attention effectivement là-dessus. Ce sont des canaux extrêmement intéressants. Simplement, nous sommes dans un monde mature et adulte. Il ne faut pas imaginer qu'on peut sans souci gruger avec le système. Par contre, effectivement, c'est un système extrêmement efficace. Nous, aujourd'hui, on constate des milliers et des milliers de commandes qui transitent par notre plateforme tous les mois par ce biais. C'était de l'ordre de quelques dizaines par mois entre 2007 et 2010. On a vu un lancement 2011-2012 énorme, et là, depuis, je dirais, la mi-2012, c'est un carton énorme. Donc voilà un petit peu. Donc j'en ai à peu près terminé avec ce que je voulais vous présenter. Donc je suis ouvert bien évidemment à toutes vos questions. N'hésitez pas. Ou témoignages éventuels si vous avez déjà eu des expériences bien évidemment avec les marketplaces. Comment vous conseillez de choisir travailler avec une marketplace ou une autre? J'ai vu que votre prix c'est un abonnement oui. par mois. Oui. Du coup, visiblement, on peut prendre autant que marketplace. Oui, madame. Mais à un moment, il faut choisir. Pourquoi faudrait-il choisir? C'est combat, parce que les commissions sont trop importantes, parce que leur répertoire n'est pas celui que vous... Alors, déjà, le coût des commissions, comme je vous indiquais, les commissions trop importantes, que vous en preniez une ou plusieurs, ça ne changera pas la problématique. Bah, si c'est 20% et que votre vraie marge nette est 5%, alors n'y allez pas.
alors n'y allez pas. Là déjà la réponse, je vous la donnerai tout de suite, n'y allez pas. Non, pour être très clair et très direct, c'est le propos que je disais tout à l'heure, n'y allez pas. Maintenant, si votre vraie marge c'est 5%, et que dans les 5%, vous avez à payer, on parle bien de marge commerciale, tous vos frais de structure, je vais être très trivial aussi, vous allez avoir beaucoup de mal à payer les coûts marketing en règle générale d'un site internet. Mais concrètement, le conseil que je vous donnerai est le suivant. La marge 14 à peu près 20, ça se calcule en général sur du TTC. Or malheureusement, vu qu'on fait du B2B, quand on achète, nous, on doit parler en hors taxe. Mais concrètement, le calcul que je vous donnerai n'est absolument pas un calcul de raisonnement que par la sélection. Dans un premier temps, testez-en une ou deux, juste pour roder les process logistiques, parce que c'est là en général que le bas blesse. Après, par la suite, comme les taux de commissionnement sont sensiblement les mêmes, de toute façon, que vous fassiez une vente ou 15 ventes, il n'y aura aucune différence par rapport à la marge. Au contraire, vous ferez du chiffre en plus et de la valeur ajoutée supplémentaire. Donc par essence, oui, effectivement, nous, notre abonnement, c'est un coût fixe. Donc j'aurais pas tendance à vous donner des recommandations qui ne seront pas objectives, puisque je ne gagnerai pas mieux ma vie que vous en fassiez beaucoup ou pas beaucoup. Ce que je veux dire par là, c'est que ce sera essentiellement pour vous le temps de préparation et de mise en place qui va jouer. Donc selon l'univers dans lequel vous êtes, je vous dirais, voilà, cette marketplace me semble plus adaptée. Commencez peut-être par les plus adaptés et après élargissez. Ne jamais se restreindre. Par définition, il serait, à mon sens, dangereux de se restreindre en se disant je risque de rater des ventes. Par contre, je vais être très clair aussi, c'est un propos que j'entends assez souvent dans la bouche des marchands. Ce propos est valable si la marketplace était un coût fixe publicitaire. Quand on travaille sur des comparateurs de prix, à l'inverse, on doit faire cette sélection au départ pour bien affiner et après on développe. À l'inverse, sur les marketplaces, on n'a pas cette contrainte puisqu'au pire des cas, vous ne ferez pas de vente. La seule chose que vous aurez à supporter, c'est notre abonnement. Je vous mettrai à l'aise tout de suite, on n'a pas d'engagement de durée. Donc à partir de là, si ça ne marche pas, vous arrêtez. Je ne sais pas si je réponds indirectement à votre question. Après, la seule contrainte, effectivement, j'entends, c'est la marge, parce que là, on commence à parler de choses un petit peu délicates, puisque forcément, il y aura un coût de marge. Maintenant, si vous faites de l'affiliation, pour vous donner un exemple différent, de l'affiliation, qui est de la publicité payée à la performance, une plateforme d'affiliation ne vous prendra pas à moins de 10% par exemple de taux de commissionnement. Donc ça veut dire qu'au final, la différence elle n'y est pas. Et en plus là-dedans, pour être très clair aussi, je ne sais pas, vous vous rappelez les taux de commissionnement de départ de PayPal? Pour vous donner un exemple. Ouais, voilà. Donc quand vous étiez déjà à 14 tout à l'heure, moins 3 ça fait plus que 11. Puisque là vous n'avez plus ces coûts-là. La marketplace elle vous fait un virement, donc vous n'avez pas de frais bancaires de votre côté. 3%, quand vous prenez une banque, c'est un coût différent avec un abonnement. Quand on cumule tout, c'est rarement moins intéressant. Ça l'est en termes d'image, ça l'est en termes de propriété client, mais ça l'est rarement en termes de chiffre d'affaires, l'intérêt. Est-ce que les services peuvent fonctionner sur... la vente de services peut fonctionner sur le marketplace? Certainement, oui, pas sur ce que nous on fait, mais oui, certainement que c'est possible. Tout dépend de ce que vous faites. Vous voyez, par exemple, en marketplace, vous avez des marketplaces comme Cotatis, Companeo, des sites de mise en relation et de devis, par exemple. C'est un petit peu ce mode de fonctionnement-là, puisqu'en fait, là, il n'y a pas la notion de propriété, puisque vous allez acheter du contact. Voilà, mais essentiellement, non, la marketplace, c'est une excroissance d'un schéma qui est celui de la distribution, donc on va se retrouver beaucoup plus en vente de produits. C'est-à-dire qu'on exclut un petit peu tout ce qui va être produit sur mesure. On va beaucoup plus se retrouver sur des produits, je dirais, de grande consommation et de masse. D'autres questions ? Ou témoignages, est-ce que certains d'entre vous ont déjà une expérience de la sorte avec les places de marché? Personne? Personne n'a de... Oui? Si je suis Price Minister, oui. Justement, je dois avoir un problème de catalogue, apparemment. D'accord. Par contre, par rapport au modèle économique, est-ce que vous corroborez mon propos ou pas du tout? Moi, j'ai la mauvaise expérience de bien fonctionner sur les comparateurs de prix. Ouais. Pas du tout sur... Alors, oui. Alors, pour être très clair, moi je travaille avec des comparateurs de prix depuis à peu près 2002. J'ai créé une agence qui a été qui est toujours d'ailleurs une des plus grosses en France dans la gestion de la pub sur les comparateurs de prix. Donc je vous rassure, j'ai rien à vous vendre dans ce sujet. Mais clairement, si vous fonctionnez bien avec les comparateurs de prix, vous fonctionnerez naturellement bien avec les marketplaces. L'inverse n'est pas possible, mais je vous confirme que effectivement, oui, ça ne peut que bien marcher sur les marketplaces pour une raison toute bête, c'est que les marketplaces sont aussi parmi les plus gros clients des comparateurs de prix. Voilà, donc par définition, la raison ne peut être que technique à ce niveau-là. Vous n'avez fait qu'une seule place de marché? D'accord.
qui en soi en plus est une marketplace assez souple et ouverte. Est-ce que vous avez échangé avec eux pour essayer de comprendre? Oui, j'ai pas eu je suis même descendu à Aix-en-Provence. D'accord. Et ils n'ont pas pu vous trouver la réponse? Il y a plusieurs, puisque je n'apparais pas en... Non. Et ça, sur Pass Monitor, il n'y a pas que moi, j'ai vu, il y a beaucoup où les couleurs ne sont pas... Les déclinaisons n'apparaissent pas comme il faut. Pas comme il faut, pas du tout. Alors c'est tout simple, c'est à la fois... Ce que je vais dire est à la fois simple et compliqué. Multicolore, voilà. Non, mais 22 couleurs, voilà. Tous apparaissent en multicolore, et on peut même pas les avoir les autres. Il y en a un. Ouais, en fait, la problématique que vous rencontrez, c'est tout simplement une problématique technique au niveau du flux. C'est en ça qu'effectivement, les solutions techniques telles que la nôtre font sens. C'est que justement, on va fournir à Price Minister une information qu'ils peuvent interpréter. Et très souvent, le problème, c'est que l'information que vous fournissez à Price Minister n'est pas interprétable. C'est un petit peu un dialogue de sourds après. Donc c'est vrai qu'effectivement, c'est là-dessus que, et je dirais nous, parce qu'on n'est pas les seuls, soyons très clairs sur ce marché, on va pouvoir accompagner et aider. Justement sur cette notion-là. C'est-à-dire que justement, ce qui vous fait défaut de ce que j'entends, encore une fois, c'est une notion d'attribut. De produit qui va peut-être pas apparaître. Est-ce que voilà, si vous dites que ça marche bien sur les comparateurs et pas, là on est dans ce cas typique. Et de couleurs. Oui, mais tout ce qui est attribut, couleur, taille, tout ce qui... Aujourd'hui, je viens justement de mettre des codes barres que j'ai eu par GSM. Ouais. Mais c'est pas forcément que le code barre qui sont l'élément bloquant. Ça peut être un élément vraiment technique. Bien sûr. De toute façon, le code barre aujourd'hui, c'est un critère discriminant énorme, puisqu'on sait très bien qu'à terme, un produit sans code barre, il sera même pas pris en compte. C'est le choix, c'est aussi le nettoyage par le vide pour s'assurer aussi d'avoir des marchands qui soient des marchands, je disais matures tout à l'heure, on est loin de la phase amateurisme dans ce cas-là. Voilà, là on commence à jouer avec des choses un peu pragmatiques, et quand vous commencez à avoir des volumes de commandes qui dépassent, alors un petit site marchand qui fait sa petite dizaine de commandes par jour, c'est rigolo, quand d'un coup il en amène une centaine du jour au lendemain, s'il n'est pas outillé pour les prendre, effectivement il faut savoir le gérer. Mais oui, le témoignage que vous m'apportez me conforte un peu dans mon propos. Après, au niveau des commissions, est-ce que j'ai dit une bêtise ou est-ce que ce que vous avez vu dans les contrats est proche de ce que j'ai dit là? Oui, c'est ça, c'est d'ordre entre 10, on va dire 12%. D'accord. Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie. Ah, oui. J'aurais voulu savoir s'il existait des marketplaces concernant des prestataires de services. Alors en tant que marketplace, non, parce que la comparaison prestataire de services B2B, B2C, c'était un petit peu la question de madame par rapport au service. Oui, c'est pas vraiment de la marketplace au sens où il n'y a pas forcément une offre exhaustive, c'est plutôt des mises en relation de devis. Donc dans le monde du web par exemple, il y en a une qui s'appelle 1, 2, 3 Presta, qui peut mettre en relation des prestataires. Sinon vous avez de tête Cotatis, Companeo, je crois qu'il y a une qui s'appelle Devis Presto. Et là, vous vous inscrivez en tant que prestataire de service et on va vous ramener des contacts. Alors, ce ne sera pas forcément des clients, puisque ça passera par une phase de devis, mais vous allez acheter du contact. Je ne sais pas si ça répond à votre question. D'accord. D'autres questions? Alors, il me reste à conclure, déjà pour vous remercier de votre grande patience. Voilà. Donc, vous pouvez effectivement... nous retrouver, alors bien évidemment les mails n'ont pas été écrits pour la bonne et simple raison qu'on va vous envoyer les PDF avec les mails cliquables. Voilà, donc Stéphanie, Yannick et moi-même tenions à vous remercier, sachant que la caravane du web, on est à notre 2e date, donc excusez un petit peu le côté amateur de la manifestation, c'est promis, on essaiera de faire mieux les fois prochaines. Et voilà, comme on essaie aussi comme on veut essayer de s'améliorer le plus possible et être très sensible à la qualité de ce qu'on fait. Voilà, vous avez alors le flash code si vous le souhaitez, ou sinon directement on vous renverra le petit questionnaire de satisfaction en ligne. Et il nous reste plus qu'à vous inviter à venir prendre avec nous un petit cocktail. Voilà, donc merci en tout cas de votre présence.